Bonjour, vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous détendre en écoutant des stories inspirantes pour booster votre mindset. La mienne, redistribuer 50% des bénéfices du podcast à ceux qui luttent contre le changement climatique. Je vous explique tout sur storylifique.com. Dans l'épisode de ce jour, j'ai eu l'immense plaisir de discuter avec Ben Lecomte, nageur longue distance français naturalisé américain, connu pour être le premier homme à avoir traversé l'océan Atlantique à la nage. Il vous parle de son dernier exploit sportif en date, The Vortex Swim, 555 km de nage dans le Pacifique. Un projet qui avait commencé comme un nouvel exploit sportif et qui s'est transformé en message pour la sauvegarde des océans face au fléau du plastique. Direction le Texas. Bonjour Ben. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast pour que tu nous racontes tes aventures en mer, évidemment. Donc, ça a commencé il y a déjà un petit bout de temps par une traversée de l'Atlantique. Tu peux nous raconter ? Oui, donc ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années. J'avais 32 ans. Et donc, c'est une nage que j'ai fait. C'est une nage qu'on appelle, c'est pas un stage swim. C'est une nage avec de la dérive. Donc, c'est un départ que j'ai eu aux États-Unis, arrivé en France, à Quiberon. C'était pour honorer le décès de mon père et collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. La traversée de l'Atlantique, c'était en 1998, effectivement. Ça, c'était la première fois que quelqu'un traversait l'Atlantique à la simple force de son corps, c'est ça ? Sans planche. Et donc, c'était voilà, c'est ça, ouais. Honorer ton père. Et c'était 5980 km quand même, en 73 jours, c'est bien correct ? C'est ça, oui, c'est ça. Et comme je disais, donc il y a une partie qui était faite à la dérive aussi. Donc, c'est pas une nage continue. Donc, c'est un peu différent. Là. Et on se sent comment comme ça quand on est au milieu de l'océan avec, quand même un petit support technique. Tu avais quoi, un Zodiac qui te suivait et un bateau pour le soir ? Il y avait qu'un bateau, un voilier de 40 pieds. Donc, non, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais qu'une hâte, en fait, c'est de finir, d'arriver. J'étais pas vraiment dans la nage, j'étais pas dans l'expédition. Et ça a été très pénible, très difficile tout le long de la nage. C'était après totalement différent. Les nages que j'ai fait dans le Pacifique, j'avais une attitude carrément différente. J'avais changé différent mindset. J'ai eu beaucoup de difficultés mentalement. Ouais. Et comment as-tu changé ton mindset alors ? En fait, ce que j'ai changé, c'est le fait, au lieu d'essayer de se fixer sur le but, de finir la nage, je me suis fixé sur tout ce qui se passait à la minute et de prendre le temps d'apprécier ce qui se passait à chaque moment de la journée, quoi, et de vivre pleinement ce qui se passait devant moi, ce que je découvrais. Ah, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ceux qui sont en apnée, qui disent aussi penser juste à l'instant présent, ça aide beaucoup à aller loin. Même dans l'entrepreneuriat, on dit aussi faut enjoy the journey. Ouais, c'est chouette. Tous les jours, se mettre à l'eau comme ça, c'est pas nécessairement évident. Enfin, on se demande, tu dis toi-même, si je commence à trop réfléchir, je vais me demander ce que je fous ici. Exactement. Exactement. Ouais. Et donc, j'avais un certain rituel, quoi, pour occuper l'esprit et pour mettre l'esprit dans la bonne lignée, quoi. Parce que c'est lorsque tu as l'esprit libre et tu commences à penser à d'autres choses que toutes les mauvaises questions vont venir. Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps ça va prendre? Et ça. Donc, j'avais un certain rituel tous les jours avant de me jeter à l'eau. Donc, lorsque je me préparais, je pensais à mon emploi du temps, je pensais au sujet que j'allais aborder pendant la nage. C'est un peu comme avoir un emploi du temps quand on est à l'école. On dit, la première heure, ça va être des maths, la deuxième heure, j'ai français. Et moi, donc, c'est la première heure, je vais penser à ce sujet-là. La deuxième heure, je vais revivre un moment que j'ai passé avec ma famille et essayer d'être très précis à la description des choses et d'impliquer tous les sens. C'est-à-dire que si j'allais essayer de revivre, un anniversaire par exemple,
je repensais où on était, si on est à l'extérieur, est-ce que je sentais le soleil sur ma peau, est-ce que ça faisait chaud, est-ce quelle différentes odeurs il y avait des personnes qui étaient là, est-ce qu'il y avait un parfum particulier, qu'est-ce qui se passait. Et tu te rends compte que quand tu engages tous tes sens comme ça, tu vas dissocier ton esprit de ton corps. Ton corps va être en automate, nager, et puis l'esprit va être là, revivre le moment, et tu as l'impression de revivre le moment et d'être avec tes proches pendant l'anniversaire. Et ce qui se passe pendant ces moments-là, c'est que tu compresses le temps. C'est comme quand tu passes un bon moment à regarder un film, et le film, après 1 heure et demie, fini, tu dis « Ah, c'est déjà fini ». Tu te rends pas compte du temps passé, et se passe exactement la même chose. Et j'essaie d'avoir le même genre de principe lorsque je nage, avoir des sujets dans lesquels je vais être impliqué, mon esprit va totalement accrocher, et je compresse le temps comme ça. Et donc, pour moi, c'est très important de savoir exactement les sujets que je vais aborder tout au long, parce qu'une fois qu'il y en a un que j'ai fini ou je veux passer à autre chose, je me pose pas de questions à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, je sais exactement quel sujet vient après l'autre. Ouais. Et une chose que je faisais aussi, c'est que lorsque je me trouvais sur le pont et prêt à aller dans l'eau, c'est comme une personne qui se trouve sur un plongeoir et c'est très haut et tu te dis, est-ce que j'y vais pas, et personne hésite comme ça pendant un moment. Et moi, je me disais, j'allais en compte à rebours. Je disais 5, 4, 3, 2, 1, go. Et je savais qu'automatiquement, lorsque j'arrivais à 1, j'allais sauter. Peu importe ce qui se passait, 5 fois. Donc, une fois que j'étais prêt, je m'accrochais, c'est OK, 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc, j'avais pas de temps à penser à ce que je faisais, c'était automatique, quoi. Ah, il y a vraiment toute une gestion mentale bien précise que tu t'es mis en place là. C'est justement ça que tu disais, la différence de mindset entre l'Atlantique et le Pacifique dans tes nages? Exactement. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Bien que j'étais préparé mentalement avant de le faire, je savais pas exactement ce qui allait se passer mentalement. Et j'ai appris beaucoup pendant cette première nage, ce qui se passait et ce qui marchait pas pour moi, ce que je devais changer. Et donc, au cours des ans, donc j'ai fait un peu plus de recherche sur le côté mental, ce qui marchait pour moi, ce qui marchait pas, et puis j'ai adopté des choses qui ont été faites par d'autres personnes, quoi. Quand j'entends parler les gens qui sont fascinés par des conditions extrêmes, oui, c'est ce travail très précis sur le mental, c'est tout à fait fascinant. C'est la seule chose que tu as une fois que tu te trouves comme ça dans un milieu aussi, tu sais, morose. C'est parce que l'eau, tu te dis, je vais être dans l'eau, je vais voir des poissons, non, tu vois rien. Tu sais, c'est toujours la même couleur bleue sous toi. C'est sûr, tu vas voir quelques plastiques, des choses comme ça, mais c'est vraiment limité. T'as aucun stimulus. C'est ce que tu entends, c'est le son de l'eau. Le goût, c'est toujours le sel. C'est ce goût un peu dégueulasse après des heures à avoir toujours dans la bouche. L'odeur, c'est l'odeur d'iode, l'odeur que tu as. Donc, c'est toujours très constant et la même chose. Donc, la seule chose que tu as, c'est ton esprit. Mm-hmm. Ce que tu fais avec ton esprit. C'est la seule chose qui change. Comment ça t'est venu, les idées des grandes traversées? Il y a une histoire derrière ça, il y a une fascination de ta part. J'ai toujours été attiré par le côté aventure, être à l'extérieur, le milieu de l'eau, ou même la montagne. Et lorsque j'ai vu donc Gérard Daboville qui a fait sa traversée à la rame de l'Atlantique, après il a fait la traversée du Pacifique, ça m'a vraiment marqué et je me suis dit tiens, si une personne peut arriver à traverser un océan comme ça, juste avec un bateau de 6 mètres et par lui-même, par la force de ses bras, jambes, un nageur pourra certainement faire la même chose. Donc l'idée est venue un peu comme ça, puis j'ai suivi sa progression, sa vitesse et je me suis dit, tiens, s'il y a un bateau suiveur qui est là avec moi et si les nuits, je remonte sur le bateau, ce serait possible. Donc, l'idée est venue de là. Et c'est Gérard Daboville et ces 2 expéditions donc, qui m'ont inspiré à faire une traversée à la nage.
Mhm. J'ai une question de ma petite fille pour toi, qui serait bien de te mettre maintenant. Donc, par rapport à la préparation de ce genre d'expédition. Comment tu as fait pour nager aussi longtemps? Est-ce que tu as fait beaucoup de sport? Voilà, ça c'est ma petite Valentine de 8 ans qui s'est dit, mais c'est pas possible. C'est mignon. On réalise qu'on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on coupe en des tâches beaucoup plus simples, beaucoup plus compressées dans le temps. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, tu peux leur dire, tu peux aller marcher pour 1 heure. Ouais, ok, je peux marcher pour 1 heure. Mais quand tu leur dis, pendant 10 jours, on va faire de la marche et on marchera 8 heures par jour, ils disent, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, il faut se concentrer sur ce que tu peux faire maintenant et puis accroître exactement la distance ou le temps de. Donc, pour moi, ça a été, bien sûr, j'ai fait de la nage, je nageais, mais je faisais pas mal de courses, de vélo aussi, pour faire du cross-training. J'ai jamais, par exemple, quand je me suis entraîné, j'ai jamais nagé 2 mois avant une expédition 8 heures par jour, par exemple. Jamais fait ça. Non. L'expédition et l'effort commence vraiment lors le premier jour de la nage, parce que tu peux pas exactement répliquer ce qui va se passer dans une expédition sur la Terre. Donc, tu peux juste essayer d'estimer ce que tu dois faire, d'être en bonne condition. Mais si tu nages 3 heures par jour, tu sais qu'après, tu peux aller et te pousser un peu plus. Donc, l'entraînement n'a jamais été de m'entraîner 8 heures par jour à la nage. Ouais, mais tu faisais quand même des 3 heures par jour, hein, quelques semaines avant. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai toujours été actif, donc j'ai jamais à démarrer le niveau 0. J'avais toujours une base, j'étais actif, je faisais différents sports, donc j'étais toujours en bonne condition physique, quoi. Ouais, j'ai lu que ton père t'avait appris à nager dans l'océan à 5 ans, et depuis ça ne s'est pas arrêté alors. Ouais, c'est bien ça. Non, j'ai fait pas mal d'autres sports avant de revenir vraiment à la nage. Et la nage, c'est un peu parce que j'ai des problèmes physiques, j'ai des mal dans le dos quand je faisais pas mal de ski. Et le médecin m'a dit, vas-y, tu devrais faire de la nage un peu plus, ça sera bien pour ton dos et tout ça. Puis c'est comme ça que c'est venu. Je me suis mis à la nage et puis ça m'a plu. Et donc, en 2018, c'est une nouvelle aventure qui commence avec The Longest Swim. Tu voulais faire une traversée transpacifique à la base, de départ Japon pour arriver à San Francisco, ce qui fait 9000 km. Oui, nous on parle en kilomètres en Europe, désolé. On avait le problème la fois passée. Donc, c'était initialement prévu en 6 à 8 mois. Et donc, tu avais collaboré à ce moment-là avec 27 institutions scientifiques, dont la NASA, le CNRS, pour mener des recherches sur la pollution, les migrations des mammifères, l'endurance extrême. T'as pris combien de temps pour réunir tout ce petit monde autour de toi? L'idée de la nage, donc, est venue relativement rapidement après avoir fini la nage en Atlantique. C'est intéressant ça, parce que tu dis que tu n'as pas du tout aimé chaque minute de cette nage en Atlantique, mais tout de suite, tu voulais une autre. La première chose que j'ai dit une fois que je suis arrivé à Quiberon, j'ai dit jamais plus. Et ça n'a pas pris tellement longtemps. 2-3 mois après, l'idée m'est revenue, quoi, de faire quelque chose parce que je pense que ça m'a attiré, quoi, les choses que j'ai découvertes. Et personnellement, quoi, j'avais envie d'être dans cette situation encore. Donc l'idée est revenue relativement rapidement après ma nage. Mais ce qui s'est passé, donc je me suis marié, j'ai eu des enfants, donc tout ça a été mis de côté. Je l'ai repris après, une fois que j'avais 40 ans, donc c'est à peu près une dizaine d'années après. J'ai fini la nage en Atlantique, que j'ai eu l'idée de remettre. Donc, ça m'a pris une dizaine d'années pour mettre ça sur pied. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je travaillais pas sur ce projet-là 24 heures sur 24. Donc, j'avais une vie familiale et aussi un travail. Donc, je faisais ça de côté. C'est simplement l'année qui a précédé la nage où j'ai fait ça à plein temps, quoi. Je me suis concentré et c'est ce que je faisais, oui. Je mangeais de la nage.
Je Ouais. mangeais, je dormais, je pensais qu'à la nage, quoi. C'est une idée puissante dans ta vie. Et c'est Mhm. pas fini d'ailleurs, mais ça on en parlera plus tard. Donc ta tentative là, cette fois-là, elle a dû s'interrompre malheureusement à cause des typhons après 2700 km quand même, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, il y a une certaine fenêtre de conditions météo et on était un peu à la fin de la fenêtre météo, donc il y avait pas mal de dépressions qui passaient. Donc on a eu 2 typhons aussi qui sont venus, mais ça c'est normal, c'est pendant la période. Donc on a perdu du temps parce qu'il a fallu revenir au Japon pour les éviter. Ils étaient trop gros pour essayer de les contourner, et donc on est revenu au Japon. On a attendu pas mal de temps aussi au Japon pour un des typhons parce qu'il y en avait un autre qui suivait et puis un autre. Donc ça nous a mis un peu en retard pour la période de beau temps. Enfin, s'il y a du beau temps, si on peut considérer bon temps lorsqu'on est en milieu de l'océan, il y a toujours des donc, quand on est arrivé en automne, là, c'est la période des dépressions qui passent l'une après l'autre. Donc, pas mal de vent, grosse mer, et ça a mis pas mal de stress sur le bateau, et notre voile s'est déchiré plusieurs fois. On a réparé, ça a déchiré. On a eu pas mal de casses, et puis on pouvait plus réparer à arriver à un moment. Donc, c'était plus sécure de rester en mer comme ça, essayer de continuer. Moi, j'étais le seul à vouloir continuer, mais je comprenais que du côté de l'équipage, je voulais pas risquer leur vie, quoi. Donc, on a décidé d'aller à Hawaï, ce qui était le trajet logique pour nous. Parce que c'est vrai que quand il y a gros temps, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est toi, dans l'eau. En fait, oui. Quand tu es sur un bateau, ça bouge pas mal, tu te cognes, tu bouges, tu es obligé de te cramponner et même de rester dans ton lit bien souvent, quoi. C'est là où tu es le mieux. Moi, dans l'eau, c'est un petit bouchon, tu montes, tu descends, tu suis les vagues, et puis tu es ballotté un petit peu, mais t'as jamais le risque de te cogner, quoi. Ouais, sauf quand le bateau approche, mais ça t'est arrivé d'ailleurs. Oui. T'as la tête solide, heureusement. Donc là, tu étais avec un voilier de 20 mètres, le I Am Ocean, avec 9 volontaires. Hein. C'est ça. Et alors après, par contre, ça a peut-être été une chouette occasion, en tout cas pour nous, je vais dire, cette réorientation de ton exploit, parce qu'après, c'est devenu The Vortex Swim, qui avait un tout autre but finalement que l'exploit. Enfin, outre l'exploit, tu as donné du sens à tout cela. Tu peux m'en dire davantage ? Oui, bien sûr. Donc, dans la nage de longue swim, le parcours allait nous emmener à travers le Great Pacific Garbage Patch. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quel est le nom en français? C'est les continents de plastique. Les continents de plastique, voilà. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de très important pour parler du problème du plastique en mer. Et c'est quelque chose qu'on voulait pouvoir filmer et pouvoir vivre et avoir l'expérience de nager au travers de ce continent de plastique. Et comme on a dû s'arrêter à Hawaï, donc il y avait ce morceau-là qui manquait à l'histoire qu'on voulait raconter sur le plastique qu'on trouvait, les problèmes du plastique. Donc, étant à Hawaï, je savais que je devais ramener le bateau sur la côte ouest des États-Unis, et l'idée est venue de faire une nage mais spécifique au continent de plastique. Donc les chercheurs qui ont travaillé avec nous, je leur ai demandé exactement de nous donner des points et des endroits là où ils voulaient collecter des données. Et c'est comme ça que j'ai déterminé exactement la nage et la route à suivre. C'était des endroits qui étaient intéressants pour leur recherche, pour collecter des données, et avoir des photos, avoir des films, voilà. Donc en fait, ça n'a pas été une nage d'un endroit à un autre, ça a été une nage un peu par spot, quoi. Oui, on peut voir ça. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux pour impliquer un public, le sensibiliser. Ça, c'était vraiment votre objectif numéro 1, la sensibilisation. Oui. Et on avait des photographes qui faisaient de l'apnée aussi, donc qui étaient très agiles et très confortables dans l'eau. Il y a des photos magnifiques d'ailleurs. Et donc, c'était important pour nous d'essayer d'utiliser ça pour attirer l'attention sur le problème du plastique. D'ailleurs, on rappellera tes coordonnées sur Instagram et Facebook. C'est un régal
ces comptes-là. C'est un régal pour les yeux. Les photos sont très belles, mais aussi très interpellantes, évidemment, puisque c'est quand même un peu un cata, même plus que ça. Donc, je dois dire que le biais d'attirer l'attention par un homme à la mer est très réussi, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps parler du problème du plastique, qui est plus que réel. Mais alors, avoir ce médium que tu as choisi pour en parler, finalement, sans en parler, je trouvais ça très fort. Je dois dire, on ne met plus quelque chose à la poubelle ici dans la famille quand c'est du plastique, sans se dire, oh là là, dire que ça pourrait être sur le trajet de Ben plus tard, il faudrait vraiment réduire tout ça. Qu'est-ce que vous retrouviez le plus comme ça dans vos nages, comme objet encore identifiable? Parce que le problème, c'est justement qu'ils se dégradent, qu'ils deviennent des microplastiques que les animaux avalent. Oui, certainement les bouchons de bouteilles. Donc, bouteilles en plastique, vraiment, ceux qui écoutent, faites un effort, ça vaut la peine. Oui, parce qu'en fait, il y a une partie du plastique qui reste en surface, une autre partie qui va être dans la colonne d'eau, et puis il y en a d'autres qui a une densité beaucoup plus importante que l'eau, donc qui va se retrouver au fond. Mais le bouchon de plastique, c'est relativement solide comme plastique, et ça flotte, donc c'est ce qu'on retrouvait le plus. Il y avait énormément de déchets de la pêche en elle-même, d'ailleurs, aussi. Tout à fait, des filets, oui. des paniers, vous en avez beaucoup. Oui, beaucoup de filets, de paniers, des cordes, énormément. Donc, on parle déjà des problèmes de la pêche intensive, tout simplement pour la pêche en elle-même, et les disparitions d'espèces, ou en tout cas les menaces. Mais il y a une autre menace, c'est tout ce qui laisse derrière eux. Oui, puis c'est fait consciemment, parce qu'en fait, quand tu trouves en général, quand tu trouves des filets de pêche, ils sont attachés, noués avec d'autres cordes, d'autres types de filets. Donc, tu sais que c'est des pêcheurs qui, au lieu de jeter leur filet une fois sur la terre, ils trouvent ça plus facile et certainement moins cher de lier tout ça puis de le jeter par-dessus bord. Ouais, c'est moche. Et donc, attends, moi j'avais quelques chiffres. Tu disais qu'on ne connaissait que 1% de la masse plastique en mer. On ne sait pas si les autres 99% flottent dans la colonne d'eau, stagnent au fond des mers ou sont ingérés par la faune marine. En revanche, ce qu'on sait, c'est que 300 millions de tonnes de plastique à usage unique sont produites chaque année et que 8 millions finissent dans les océans. C'est vrai que c'est des chiffres impressionnants. Et toi, justement, c'était le grand avantage de ton expédition. C'est comme ça avançait, je ne vais pas dire à pas d'homme, mais à brasse d'homme, une étude scientifique faite à cette lenteur-là, même si tu nages vite. Mais enfin bon, pour un bateau, c'est lent. Ça a permis de se rendre compte de l'étendue du désastre bien davantage. Et toi particulièrement, puisque tu avais la tête dans l'eau, et donc une vision qu'on n'a pas d'un bateau, ce qui est de la colonne d'eau. Exactement. Donc, c'est la chose qui a été très importante et qui a intéressé énormément les centres de recherche, c'est notre vitesse de progression. Donc, quand je nage, ça va pas très vite, mais ça nous donne la possibilité de collecter avec notre filet Internet, collecter les microplastiques et collecter les données pour la densité, le type de microplastique et aussi de collecter de l'eau, de filtrer de l'eau. Et pour moi, donc pour environ de 8 heures par jour, je vais regarder simplement et voir la colonne d'eau. Donc bien souvent, je voyais des choses, je voyais une concentration beaucoup plus importante, je voyais des choses flotter qui étaient dans la colonne d'eau, donc j'arrêtais, je faisais un signe, pour que le photographe vienne dans l'eau ou qu'on collecte des données à l'endroit bien précis, parce que autrement du bateau, c'est des choses qu'on voit pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a été habitué un peu aux photos quand ça flotte en surface avec des débris de bois, on voit tous ces morceaux de plastique. Mais ce dont moi-même, je n'avais pas de conscience avant de voir tes photos et tes vidéos, c'est vraiment que ce n'est même pas la partie émergée de l'iceberg. C'est juste le dessus d'un espèce de nuage qui est là en dessous et dont on ne connaît même pas tout à fait la profondeur. Et ce qui est très difficile en bateau, c'est qu'en général, déjà, le bateau va beaucoup plus vite. Donc, tu vois pas tous ces microplastiques. Et les microplastiques, tu les vois à la surface dans les conditions bien particulières. Il faut que là, tu aies pratiquement une mer d'huile, pas de vent. Dès que ça commence à être un peu agité, les microplastiques vont être en dessous de la surface, donc tu les vois pas bien. Donc, tu as des endroits où tu vas passer avec en bateau. Et du pont du bateau, tu regardes et tu te dis, oh, non, c'est bon, on voit pas de déchets. Et moi, je nageais et je voyais des déchets, des microplastiques qui se trouvaient dans la colonne d'eau, quoi. Ah oui, comme tu disais aussi, tous ces déchets, même parfois beaucoup plus gros, qui sont entre deux eaux, donc absolument invisibles de la surface, quoi.
Exactement. C'était vraiment tout l'intérêt de ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un problème qui est encore méconnu, celui des vêtements synthétiques? Et malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, les vêtements synthétiques, lorsqu'on les lave, la machine à laver, il y a des microfibres qui se détachent du vêtement et qui va être transporté dans l'eau et puis va se trouver après en mer. Et la microfibre est d'origine synthétique, donc c'est comme du plastique qui va se trouver dans l'eau et créer les mêmes problèmes que le plastique en général, parce que c'est un produit donc qui est pas naturel. Les poissons vont ingester ces microplastiques. Nous, en tant qu'humains, on ingeste des microfibres aussi. Et donc, c'est le problème avec tout ce qui est fibres synthétiques. C'est que ça va perdre des petites fibres qu'on peut voir simplement en microscope. Et un des protocoles pour nous, c'était de collecter de l'eau et puis de filtrer. Et les filtres qu'on a collectés, donc on les a donnés aux chercheurs une fois arrivés parce qu'on n'avait pas le moyen de voir exactement la quantité de microfibres. Donc, ils font la recherche sur les données qu'on a trouvées, mais c'est un problème qui est peu connu, mais c'est un problème qui va exploser et qui va certainement créer beaucoup plus de problèmes qu'on peut y penser maintenant, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer sur nous en tant qu'être humain, parce qu'on en boit, lorsqu'on prend de l'eau dans notre robinet, il y a déjà des microfibres. C'est un gros problème qu'il va falloir résoudre, il va falloir faire quelque chose. Il me semble que j'avais même lu que ces microfibres peuvent se retrouver jusque dans les Pyrénées, donc parce qu'elles pourraient suivre le cycle de l'eau. Donc... Et aussi, comme c'est donc très petit, ça voyage par l'air aussi. Oui, c'est ça suit le cycle de la pluie. Ouais. Voilà. Fou, hein? Ouais. Ah oui, ça, j'étais très, très surprise en lisant ça. J'ai appris plein de choses en préparant cet épisode, je te remercie. Et un mot inconnu aussi, là je ne connaissais pas du tout non plus, c'est le phénomène d'invasion biologique lié aux déchets plastiques qui dérivent comme ça. Quand on regarde l'océan, on a l'impression que l'océan ne bouge pas, que c'est de l'eau stagnante, mais en fait non, c'est très vivant, il y a des gros networks de courants. Et nous, on a vu donc de nos propres yeux des espèces animales qui se développaient sur un morceau de plastique qui commençait, donc le morceau de plastique, on dit sur les côtes asiatiques, qui va se retrouver au milieu du vortex ou près des côtes de Hawaï. Et l'animal qui se trouve sur le plastique ou qui se développe sur le plastique est carrément nouveau à l'écosystème. Donc, il y a des invasions qui se trouvent propagées comme ça juste parce que c'est transporté avec le plastique. Bien souvent, c'est un peu marrant, c'est que lorsqu'il y a du plastique, on trouve des crabes partout. En pleine mer, lorsque je nageais, par moment, j'avais des crabes qui montaient sur moi parce que je suis arrivé près d'un morceau de plastique et puis eux vont changer de bout de plastique. De bout de plastique, exactement. Et les crabes ne vivent pas en pleine mer. Les crabes vivent sur la côte, mais le fait de s'être accroché à un morceau de plastique et se trouver en pleine mer après. Donc, c'est ce qui se passe pour les crabes, c'est ce qui se passe pour les microbes, c'est ce qui se passe pour des poissons aussi. On a trouvé des poissons qui vivent sur la côte, mais qui se trouvaient en pleine mer parce qu'ils sont restés près d'un morceau de plastique. Il y a des espèces qui s'introduisent comme ça dans un nouveau écosystème. Tu ramènes donc plein de superbes photos qui ont l'air d'attirer l'attention et tu n'hésites pas à attirer l'attention. Alors, peut-être quelques photos assez amusantes sans la combi. Donc, tu as vraiment fait ce qu'il fallait pour essayer d'intriguer les gens. Voilà. Et la question était de savoir si les personnes étaient plus choquées par le fait que je sois nu ou le fait que je trouve du plastique et autant de plastique. Et donc, c'était un peu la question que j'avais là. Je vais dire, tiens, je vais me jeter nu avec certains morceaux de plastique qu'on a trouvés, prendre des photos et puis on va voir quelle sera la réaction, quoi. Tu vois, là, on vient d'augmenter de 50% le nombre de personnes qui vont voir tes réseaux sociaux après le podcast. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite, parce que c'est le but. Je sais bien, j'avais lu dans les commentaires sur vos réseaux sociaux une
dame qui disait qu'elle aimait beaucoup vous suivre, mais elle savait pas si c'était pour tous les beaux gars à cheveux longs, décolorés par le sel de mer, ou pour l'expédition. Et en rigolant, t'as dit, écoute, quel que soit le billet, si ça t'amène à t'intéresser à la cause du plastique, nous, ça nous va. Exactement, ouais. Mais quand elle parlait de beaux gars, elle parlait de mon équipage, elle parlait pas de moi, quoi. J'étais le plus vieux et ils étaient je suis désolée, l'équipage. Les longs cheveux blonds décolorés, voilà. Oui, tu avais 9 jeunes avec toi, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Oui, un skipper, 2 photographes, c'est ça, un médecin, des scientifiques aussi. Oui. Et puis après, l'équipage en général, quoi. Ouais. Oui. Qui ont bossé dur d'ailleurs, ils bossaient tous les jours 1 à 3 heures à compter les petits morceaux, c'est ça? Ça prenait énormément de temps, tout dépendait de la quantité. Donc quand tu trouves plus de 1000 morceaux, c'est des morceaux que tu comptes avec une pince à épiler, un à un. Donc ça a énormément de temps à passer à compter le microplastique. Ouais. Tu racontais aussi qu'en plus c'est sur un bateau, donc ça peut bouger pas mal. Ouais. Ça ajoute la difficulté d'être sur le bateau et puis d'être des fois pas sur le pont, mais en dessous. Donc, il faut avoir le cœur accroché, quoi. C'est ce petit plastique, c'est bien s'organiser pour ne pas avoir tout qui refile à droite entièrement quand on est déjà à 500. Ouais. Et vous aviez un bateau organisé au millimètre près, là. Vous aviez transformé une des toilettes en laboratoire. Vous aviez vraiment rentabilisé tout l'espace possible, là. Oui, c'est un bateau en fait bien solide qui a été conçu pour faire le tour du monde à l'envers, c'est-à-dire aller contre les courants et les vents. Donc côté conception, le bateau était bien fait, mais c'est pas un bateau fait pour faire de la recherche. Donc on avait été obligé de faire quelques modifications sur le bateau et une des modifications qu'on a fait, donc oui, c'était de transformer un des bathrooms en head en pseudo-laboratoire. Ouais. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit vous faites le tour du bateau, là. Ceux qui sont curieux de voir ça vaut la peine. Tu passes tout en revue. Les lits sarcophages, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, c'est fait pour dormir. Donc, il y a encore la place pour se coucher, ça va. La place pour des provisions partout. Donc, les seules choses fraîches que vous avez mangées c'était 80 jours, je crois, que vous étiez en mer la dernière fois. C'est ça. C'était le poisson. Et oui, c'est le poisson. Et puis, on a fait donc 3 rencontres en mer. Et une d'entre elles, donc c'était avec un gros bateau qui avait pas mal de provisions, donc ils ont ravitaillé en produits frais et légumes et choses comme ça et des œufs. Autrement, les choses qu'on avait, c'était des poissons. Et pour nous, c'était important de pêcher des poissons parce que à chaque fois, on avait un protocole à suivre. On mesurait tout ça, le poisson, mais aussi de voir ce qu'il y avait dans l'estomac. Oui. Et donc, on a trouvé du plastique dans l'un des estomacs d'une mahi-mahi. Oui, on voit, c'est une séquence qui a fort marqué ton équipe aussi. Un petit grillage là de plastique il n'aurait jamais su s'en débarrasser, donc ça allait rester dans son estomac à vie, ce qui est d'ailleurs un problème, ça tue beaucoup d'animaux marins déjà maintenant. Oui. Donc tes amis les albatros, c'est une de tes rencontres fréquentes. Tu peux nous parler des albatros? Les albatros, oui. Ce que j'ai constaté en mer, c'est que les animaux marins, en fait, sont très curieux, peu importe quelle espèce. Quelle espèce. C'est un poisson, si c'est un oiseau, ils vont venir et tourner autour, garder une certaine distance. Même les requins peuvent venir tourner autour de moi. Et puis après, ils s'en vont. Et les albatros, donc on fait la même chose, ce qui est hallucinant parce que quand on se promène sur la terre, on va jamais avoir un oiseau qui va venir se poser à côté et puis même laisser le toucher, quoi. Ils venaient, ils faisaient des tours lorsque je nageais, ils se posaient près de moi lorsque je m'arrêtais pour me ravitailler. Et j'étendais mon poing comme ça, ils venaient et picoraient sur mon poing, ils me donnaient un petit coup de bec. Et donc, ils étaient tous très, très, très curieux de venir me voir. Mais on a vu que ce qui les attirait aussi, c'était le plastique. On a vu plusieurs fois un morceau de plastique qui était autour des albatros et ils venaient et ils picoraient le plastique. Ouais. Et puis ils vont le donner à manger à leurs oisillons aussi. Hein. Il y a des reportages là-dessus, c'est vraiment pas terrible. Et c'est donc, toi, tu as vu une grosse dégradation entre
ta première nage en Atlantique et la nage ici. Là, oui, bon, tu as vraiment été évidemment en plein milieu du problème, mais tu étais déjà conscient avant la nage de la dégradation des océans? C'est la première partie de ta nage qui t'a donné envie de faire de Vortex Swim ou... En fait, c'est pas au courant de la nage, c'était après, lorsque j'étais avec mes enfants à me promener sur des plages, différents pays, différents endroits. On trouve toujours du plastique, peu importe où on est. Et moi, je me suis rappelé que quand je faisais ça avec mes parents et mon père, je trouvais jamais de plastique. Lorsqu'on jouait dans le sable sur les côtes landaises et qu'on construisait nos châteaux, il n'y avait pas de plastique. Alors que maintenant, il y a ça. Donc, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. On trouve du plastique, peu importe où on est. Le tourisme non plus n'aide pas, malheureusement, quand il y a des grosses hyperstructures en bord de mer, ça n'aide pas. Pays pauvres qui n'ont pas de quoi gérer tous les déchets qui sont créés par les touristes, outre les populations locales, c'est vrai que c'est assez inquiétant parfois. Mais heureusement, donc, il y a eu quand même plein de belles rencontres sur ta route. Que ce soit sur l'eau, où tu avais rencontré quelqu'un que tu admires beaucoup, un certain capitaine. Ouais, Charles Moore, donc c'est la personne qui a trouvé le continent de plastique il y a plus de 20 ans. Et je l'avais rencontré 2 années avant, je crois, oui. Donc en Californie, on avait discuté et je savais qu'il retournait tous les ans au même endroit pour suivre le même genre de protocole qu'on suivait pour collecter de microplastiques. Et donc, on l'a contacté avant de partir et on s'est arrangé pour se rencontrer en pleine mer. Donc, j'ai nagé, je suis arrivé sur son bateau, sur son catamaran, et il m'a dit tiens Ben, je vais nager avec toi aussi. Donc il a mis ses palmes et tout ça, puis on nageait, on a fait le tour de son bateau ensemble, et donc c'était vraiment superbe de le retrouver carrément dans son milieu là. Ouais. Et là, donc ça fait 20 ans que lui là-bas, il travaille sur ce problème-là. Oui. Waouh, super. Et alors il y a les rencontres sous l'eau aussi. Et d'ailleurs à ce sujet-là, c'est mon autre petite fille Amandine, 6 ans, qui a une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as vu plein de dauphins et des bébés? Oui, on voyait souvent des dauphins et les dauphins sont très intéressés lorsque tu avances. Ils sautent dans les vagues, ils sont très rapides aussi. Donc, on voyait énormément de dauphins passer et c'est très difficile d'avoir une interaction dans l'eau avec les dauphins parce qu'en fait, ils s'arrêtent pas, quoi. Ils passent, ils s'en vont. Mais une fois, on a eu l'énorme plaisir, c'était incroyable. On n'était pas très loin des côtes de Californie et il y avait un gros groupe de dauphins et de phoques aussi qui se trouvaient dans l'eau. On s'est jeté dans l'eau. Pratiquement tout l'équipage est venu, donc il y a 2 qui sont restés sur le bateau. Et les dauphins tournaient autour de nous. Donc les photos qu'on a sur nos réseaux sociaux, c'est les photos qu'on a prises à ce moment-là. Les dauphins venaient, on plongeait et on allait en faisant des ronds comme ça dans l'eau. Ils revenaient et puis ils essayaient de faire les mêmes ronds que nous. Ils repartaient, mais c'était vraiment hallucinant, quoi. Ils restaient avec nous. Ça s'est passé. On est resté pendant plus d'1 heure comme ça, juste nager avec les dauphins qui restaient avec nous normalement lorsqu'il y a des dauphins en mer. Même s'ils passent, ils vont jamais venir rester et avoir ce type d'interaction avec nous. Ça, on n'a jamais vu ça. C'est juste une fois, c'est passé comme ça. C'était hallucinant. Ah ouais, c'est génial. Donc vous faisiez certains mouvements et ils vous montraient qu'ils faisaient plus ou moins la même chose, comme on dit. C'est quoi ton jeu? Comment tu joues? Attends, je vais faire aussi. Apparemment, parce que l'un des photographes a commencé à descendre et puis à tourner comme ça et puis remonter, et les dauphins qui étaient autour, les 2 dauphins sont venus et ont fait la même chose, tourné et then reparti, et on a fait ça après plusieurs fois et ils revenaient et ils retournaient. Ouais. Ma petite va vraiment être déçue si j'insiste pas. Est-ce que tu as vu des bébés dauphins? Non, on n'a pas vu des bébés dauphins, non. Ouais, donc ce groupe quand même vachement sympa, je crois qu'elle sera contente. C'était donc quoi, c'est une dizaine, une vingtaine d'adultes? Il y en avait beaucoup. C'est difficile d'évaluer le nombre, mais il y en avait. Pour qu'on puisse rêver ce soir. Ouais, en dormant. Il y avait au moins 20 dauphins, mais lorsqu'ils venaient près de nous, ils venaient en petits groupes 2, 3 ou 4.
Et ils venaient autour, et puis partaient dans leur groupe, et puis revenaient. Il y avait un va-et-vient. Et les phoques, alors, ils étaient de la partie aussi un petit peu ou de loin? Un petit peu, un peu plus loin. Ils venaient dans ce groupe-là, et il y avait plus de distance. Lorsque j'ai nagé après, ils m'ont dit, tiens, il y a un phoque qui t'a suivi pendant un moment, mais je l'ai pas vu. Mais lorsque nous sommes arrêtés après les îles qui sont tout près de San Francisco, à peu près à 20 000 de San Francisco. Et là, c'est un endroit connu pour la population de phoques. Et j'ai nagé un petit peu à cet endroit-là. Et c'était comme des meutes de chiens, quoi. Ils te suivaient tous ensemble, ils repartaient, tu plonges dans l'eau, hop, ils plongent tous et ils tournent autour de toi, mais comme des meutes de chiens, mais ils gardaient une certaine distance, mais ils étaient très curieux. Tout le moment où on était sur le bateau, le Zodiac, ils nous suivaient juste à côté en nageant et regardant, tournaient la tête, ils regardaient, ils nous suivaient, c'était vraiment marrant. Ah oui, c'est sympa. Et une des rencontres les plus magiques que tu as fait, c'est avec les cachalots, alors, les sperm whales. Oui, oui. Donc, à chaque fois qu'on voyait des baleines du bateau, ce qu'on essayait de faire, c'est de rester le plus près possible avec eux. Donc, ils sont assez difficiles quand même de pouvoir être dans l'eau et d'avoir un certain contact ou d'être près de baleines. Donc, les cachalots, on les avait vus en début de journée. On avait évalué leur trajectoire. Et on s'est dit, tiens, je vais aller nager à cet endroit-là en espérant que j'allais être sur leur trajectoire et qu'ils n'allaient pas changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, qu'on a pu être exactement à l'endroit sur leur trajectoire. Et ils sont venus à 10 mètres à peu près de moi. Et lorsque j'étais sur leur trajectoire, je me suis arrêté, je n'ai pas bougé et j'ai mis la tête sous l'eau. Et je voyais cet énorme animal qui venait comme ça près de moi. J'avais l'impression d'avoir un sous-marin qui m'approchait et qui est passé à 10 mètres de moi sur le côté. Et pendant tout le temps où le cachalot me passait près de moi, elle me fixait. Ouais, l'œil qui changeait, qui me fixait comme ça. Et c'était vraiment impressionnant parce que je me dis, s'il n'est pas content ou s'il y a quelque chose qui se passe, qui lui plaît pas, un coup de queue et on est fini, quoi. Oui. Mais impressionnant. Et puis vraiment tout en douceur, un coup de queue, boum, et puis elle est partie dans les profondeurs après. Et non, c'était hallucinant d'être près d'un animal si grand, si imposant et en pleine mer comme ça. Ouais, on doit se sentir vraiment tout petit là. Oui, oui. Tu disais, oui, on se sent petit et humble dans ces cas-là. Oui, on se sent tout petit, on se sent humble et on se sent vraiment pas à notre place, quoi. On réalise que on n'est pas fait à être dans l'eau, que c'est pas un milieu, c'est pas notre milieu. Mais qu'est-ce que c'est magique, hein. Ouais. Et ce qui a été vraiment touchant pour nous, c'est que donc tous les jours on faisait de la collecte de microplastiques et ce jour-là, c'est là où on a collecté le plus de microplastiques. Donc dans l'endroit où tu as la vie, les cachalots, c'est qui s'ouvrent la bouche, donc il y a pas mal d'eau qui rentre et tout ça. C'est un endroit où il y avait le plus de microplastiques. Ça fait mal au cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent, Ben, quand il remonte sur le bateau le soir? Envie de manger et de dormir. On en est résolu aux besoins primaires après une grosse journée comme ça. Donc, tu nageais 6 à 8 heures par jour, hein? C'est ça, oui. Ouais. Voilà, souvent seul, parfois les gens de l'équipe t'accompagnaient un moment. Oui, des fois ça s'est passé lorsqu'on avait des bonnes conditions et puis surtout pendant la période du vortex swim. Donc là, c'était possible parce que j'étais pas pressé par essayer de couvrir de la distance. Et je savais que on avait fixé de couvrir 300 000 marins pour symboliser les 300 millions de tonnes de plastique créées chaque année. Et donc après le premier mois, j'avais déjà couvert plus de la moitié. Donc je savais c'était quelque chose facilement atteignable.
Donc, la pression, j'avais pas une pression qui était sur mes épaules comme j'avais l'année précédente à essayer de couvrir le plus de distance possible. Donc, on a pu prendre un peu plus de plaisir à passer du temps lorsqu'on voulait passer du temps sur un gros déchet ou avec la vie, ce qui se passait dans l'eau, avoir les membres d'équipage venir aussi, participer à la nage. Donc, on avait plus de temps à faire d'autres choses. Mhm. Mais donc, tu avais toujours, de toute façon, 2 anges gardiens dans un petit canot C'est pour ça, oui. Donc, toute la journée. voilà. Donc, en fait, le Zodiac, c'était il y avait 2 personnes dans le Zodiac et leur rôle, c'était premièrement de m'indiquer la direction de la nage et aussi d'être là pour me réapprovisionner tous les heures. Oui, on voit que tu te approvisionnes dans l'eau. Donc là, tu sortais pas nécessairement de l'eau à chaque fois. Non, je restais dans l'eau. Ouais. Non. Mhm. Ton pourquoi, alors, on l'a compris évidemment au fil de la conversation, mais ton pourquoi derrière tout ça? Ouais, avoir une passion pour un sport, pour une activité, je pense que c'est important. Mais ça va que sur une certaine distance. De savoir que ce qu'on fait a un impact et aide à un niveau plus important, c'est vraiment ce qui me pousse et ce qui me motive à continuer. Quand je regarde mes enfants, parce que moi je me dis ok, dans quelques années je vais être en chaise roulante, je vais finir, je vais partir, le plastique ce sera pas mon problème, mais je sais que ça va être un problème beaucoup plus important pour eux et pour leurs enfants. Donc, de savoir que je peux utiliser des choses qui me passionnent, l'aventure, la nage, pour ça, pour attirer l'attention, pour essayer de faire une petite différence. C'est juste une goutte d'eau dans un océan, mais c'est ce qui me motive énormément. C'est vrai que c'est important. Je trouve que tout le monde puisse se rendre compte que on peut tous faire la différence, d'une manière, d'une autre, modestement ou à grand impact, mais on ne sait jamais jusqu'où l'influence qu'on peut avoir ira. Donc, ça vaut la peine de les jeter, ces petites gouttes dans l'océan. Ouais. Ouais, et ce qui est très important, c'est de réaliser que, bien sûr, il n'y a pas besoin de nager au milieu de l'océan pour avoir un impact. On n'a pas besoin de faire des choses extrêmes pour inspirer d'autres personnes. Mais on doit tous faire quelque chose pour trouver une solution à ce problème, parce que c'est un problème qui nous affecte maintenant, qui nous affectera encore plus dans le futur. Et si on continue sur la même trajectoire, on résoudra pas le problème et ça causera encore un problème beaucoup plus gros. Mais on a tous un rôle. Mm-hmm. Et si tu voulais dire, d'après tout ce que tu as vu dans la mer, si tu voulais encourager les auditeurs à faire 1 ou 2 actions ou attention à 1 ou 2 choses, qu'est-ce que tu penses qui pourrait avoir facilement de l'impact? Voilà, la chose la plus simple à faire, c'est, je crois, les single-use plastic. Ouais, les plastiques à usage unique. Voilà, merci. Pas mal de mots. Je t'en prie. Trop honoré de faire un travail d'équipe. Donc ça, c'est la chose la plus facile et qui a énormément d'impact, parce que on se rend compte qu'en mer, on trouve beaucoup de plastiques qui ont été utilisés juste une fois. Voilà, donc ça c'est le plus facile. Donc pensez à Ben la prochaine fois que vous aurez une bouteille d'eau en main. Ouais, c'est ça. Et changer ses habitudes, ça c'est là où ça devient difficile. Hein. Oui, la force de l'habitude. Exactement. Mais une fois qu'on a ça dans l'habitude, par exemple, si on doit boire et puis aller quelque part, on dit, non, je vais pas prendre une bouteille de plastique, j'ai ma bouteille, mon petit thermos, je le remplis et ça rentre dans l'habitude. Et après, on pense plus à sa bouteille de plastique. Tout à fait. Et parfois, on se sent un petit peu bête en disant, oui, mais enfin, s'il y a que moi, mais il faut imaginer 10 millions, 20 millions de personnes qui font exactement ça. Et on se dit, voilà, si c'est une bouteille, même ne fût-ce qu'une par semaine, qui est fois un an, fois X millions de personnes, ça fait une énorme différence. Donc, Exactement. Sur Instagram, une boutade du 1er avril 2020, il dit « J'étais confiné sur un bateau pendant 165 jours en 2018 et 80 jours en 2019 avec 9 membres d'équipage qui étaient spécifiquement sélectionnés pour cette tâche. À présent, j'ai été confiné dans ma maison pendant 2 semaines avec ma femme et mes 2 enfants qui ont été sélectionnés pour partager la vie avec moi. Et pourtant, je trouve cela un peu challenging » avec un grand smiley, bien sûr. Alors, est-ce que Ben Lecomte est toujours en état de manque quand il n'est pas en mer? Oui. En mer ou
être à l'extérieur, grands espaces, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose qui est avec moi, qui va toujours être avec moi. Tu as des projets qui sont en discussion pour le moment, donc l'aventure continue pour toi? Oui, l'aventure continue et puis il y a un documentaire qui va sortir, qui va sortir pour Earth Day, donc le 22 avril. Il y a des belles images qui vont bientôt arriver alors. Voilà, ça, c'est un documentaire qui a été fait sur The Longest Swim. Mm-hmm. Et en ce moment, donc, je travaille sur un documentaire qui va utiliser les vidéos qu'on a prises pour le Vortex Swim pour traiter du problème du plastique et en mer. Que ça va être pas spécifique au Vortex Swim, mais on va utiliser pas mal d'images et de choses qu'on a fait là-bas en 2019 pour ce documentaire-là. Et d'autres expéditions aussi. Et ça, c'est encore en développement. Enfin, ça avance rapidement. Donc, très rapidement, je pense que j'aurai la possibilité d'en parler un peu plus. Fantastique. Mais il y a d'autres choses. Et la façon dont les nouvelles expéditions sont structurées, c'est qu'on aura d'autres personnes qui vont nous joindre, des chercheurs et aussi des personnes qui sont impliquées dans le plastique, soit produire du plastique, soit recyclage de plastique, pour les emmener à Ground Zero, pour qu'ils voient exactement l'impact que le plastique a sur la vie marine. Ah oui, donc encore bien des beaux projets où tu auras la chance de te remettre à l'eau. Je suppose que ça, c'est une condition sine qua non de toute façon. Exactement. Et puis eux aussi, tout le monde se mettra à l'eau pour voir exactement ce qu'il y a dans la colonne d'eau pour être le plus près du problème. Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, du coup, je ne peux qu'encourager les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te trouver pour avoir des nouvelles de tes projets? Aller regarder ce que tu as déjà fait, ça vaut vraiment la peine. Et voir les prochains développements. Ouais, il y a du travail aussi qui est fait en ce moment sur le site. Donc sur le site, c'est benlecomte.com, et autrement les réseaux sociaux, donc le Vortex Swim, c'est pour un Instagram. J'essaie de le rechanger à ce qui était avant et j'ai du mal à le remettre à Ben Lecomte Swim. Pour l'instant, c'est le Vortex Swim. D'accord. Et sur Facebook aussi, ça vaut la peine. Sur Facebook aussi, oui. C'est Ben Lecomte Swim. Voilà. Donc, on va se tenir au courant là-bas. J'essaierai de me faire écho aussi des nouveautés, de tes actualités, pardon. Ça, c'est vraiment très chouette. Et alors, il y a quand même aussi un livre qu'on peut citer pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Ah oui, je te remercie. Tiens, j'allais oublier. Oui, tiens, attends, je vais l'attraper. Il est juste à côté de moi, là. Oui. Ça a été un de mes projets Covid, de passer le temps à sélectionner les images et puis écrire le texte. Donc, il y a beaucoup d'images de la nage dans le vortex et de superbes images faites par ces photographes. Et donc, j'ai écrit un petit peu en parlant du problème du plastique et aussi des expéditions et moi, pourquoi je me suis intéressé à ça et quelles sont mes idées sur le sujet un peu plus, quoi. C'est un petit peu introspectif. Un très, très, très beau livre. Un grand merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais ajouter. Non, te remercier pour cette opportunité. Si vous voulez retrouver les références du livre de Ben, vous les trouverez ici dans les notes et sur storylific.com/podcast, sur la page consacrée à cet épisode. Cet épisode a été enregistré en mars. En avril, son documentaire a commencé à tourner sur Discovery+. Je vous ai mis la bande-annonce sur la page Facebook de Storylific et je vous encourage vraiment à aller voir les réseaux sociaux de Ben, dont je vous remets les coordonnées dans les notes et sur le site web. Les images sont frappantes et belles à la fois et vous donneront un tout autre regard sur la problématique du plastique. Cela vous donnera, je l'espère, envie, ou encore plus envie, d'agir. Aucun geste n'est trop petit. N'hésitez pas à partager cet épisode et si vous aimez le projet de Storylific et voulez le soutenir, welcome. Rendez-vous sur notre site à la page storylific.com/soutien. Je ne résiste pas à l'envie de terminer avec cette citation de Ben.
Ne laissez jamais la peur et l'anxiété vous empêcher d'aller vers ce qui vous rend heureux. À bientôt!